on se retrouve pour une nouvelle, voilà, une sorte d'émission. On va vous faire des indispensables, il va y en avoir plein dans toutes les sortes et tout. Alors déjà, il y a un événement là qui se profile. Alors, ça, je vous remercie beaucoup parce que ils l'ont retiré pour nous, hein. Ça s'appelle Le ciel de la chapelle Sixtine de Léon Morel chez Pocket. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui est fasciné par Michel-Ange. Il veut devenir sculpteur comme lui ou peintre, il ne sait pas. Il va le rencontrer et Michel-Ange va se balader avec lui, va lui expliquer ce que c'est que son métier. Il va lui expliquer qu'en fait, il voulait pas faire la chapelle Sixtine, mais qu'il voulait être sculpteur, mais que ce foutu pape qui s'appelle Jules II, qui était à Borgia, lui, il voulait une chapelle Sixtine avec des fresques pas possibles. Et vous allez voir comment cette chapelle Sixtine a été faite. C'est absolument plein de rebondissements. C'est Rome, voilà, il y a tout dedans. Donc après, ça vous donner envie d'aller à Rome voir la chapelle Sixtine. C'est une petite merveille, hein. J'y viens comme ça. Alors donc, il y a ça. Vient de paraître cette chose merveilleuse. Non, on va refaire ça. Enfin, voilà. D'abord, Quattrocento de Stephen Greenblatt, qui est aux éditions Champ. Et là, c'est un livre un merveilleux livre sur la Renaissance à travers une intrigue. Et là, vous allez vous plonger dans les complots, dans tout ce qui était l'émulation intellectuelle de la Renaissance. Vous allez voir ce que ça se pardonnait pas. On dit qu'à notre époque, vous savez, genre Onfray, tout ça, ça se bagarre. Bon, au niveau génie, on n'est pas au même niveau, faut reconnaître, hein, mais c'est extraordinaire. Alors, n'ayez pas peur parce que c'est une collection qui est réputée être très intello. Les chants, en fait, ça se lit comme un roman. C'est un roman, hein. Ça se lit vraiment extraordinaire. Vous allez voir, c'est un côté document secret, retrouvé et tout. C'est passionnant et palpitant. Ça s'appelle Quattrocento de Stephen Greenblatt. C'est chez Champ. Dans la même collection Champ, alors ça, j'avais adoré. Alors franchement, si j'avais eu ça, ça aurait changé ma vie d'écolier, enfin de lycéen. Ça s'appelle Will le Magnifique de Stephen Greenblatt. Entre parenthèses, j'avais jamais remarqué. Alors, en direct, hein, vous allez voir, au livre Stephen Greenblatt. Je ne savais pas que c'était lui qui avait écrit. Vous voyez vraiment le truc, hein. Ça fait au moins 2 ans que je vends ces bouquins. Je n'ai jamais fait la corrélation, enfin voilà, je pensais que c'est 2 types différents, mais non. Alors génie, hein, le type, voilà, c'est en direct, vous voyez que et ça c'est absolument génial. Vous devez le faire lire à vos gamins, gamins à partir de 17-18 ans. C'est Shakespeare, vous savez Shakespeare, je sais pas si vous voyez, Macbeth en bilingue à l'école, au lycée, ça. Roméo et Juliette, encore, il y avait le film, on pouvait aller le voir et faire semblant de l'avoir lu. Quand il meurt, le neuneu, enfin, ils sont en plus les niais qui s'empoisonnent avec du vrai qui est du faux, enfin, un truc, nunuche, quoi, ça se fait plus maintenant. Et là, il vous raconte comment était William Shakespeare. Enfin, c'est l'homme, comment il va arriver de sa province à Londres. Et puis alors là, c'est un Londres, ça hurle dans tous les sens. Il y a des complots, il y a de l'ambition. Les théâtreux, les génies du théâtre comme Marlowe et tout ça s'entretuent pour avoir les faveurs des grands, les théâtres et tout. Comment Shakespeare va devenir. Là, ça vous donne envie de relire Shakespeare. C'est Shakespeare avec de la chair, du sang, ses colères, ses égoïsmes, ses ambitions, puis c'est surtout Londres, voilà, c'est une émulation, c'est un peu l'émulation, on voit avec Rome, ça ce côté puant, hurlant, voilà. C'est un très 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 beau livre. Alors ça, j'en reviens pas, c'est le même que celui-là, les enfants. Donc, commencez par celui-là. Et ça, c'est génial aussi. Voilà, c'est un type. Alors, voilà, Will le Magnifique de Stephen Greenblatt et Quattrocento de Stephen Greenblatt chez Champ Flammarion. C'est 2 indispensables pour ceux qui aiment l'histoire et la littérature. Et en plus, par pitié, n'ayez pas peur, ça se lit très 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 bien puisque j'ai tout compris et que j'ai été jusqu'au bout. Donc, c'est super bien. Tout ça pour arriver à un des événements. Il y a quelques années était sorti que j'ai perdu d'ailleurs, un énorme bouquin d'histoire qui s'appelait L'or et la soie chez Pocket, qui a été un énorme succès. Et là, je suis tombé par hasard sur un bouquin de Marilyn Fortin. Alors, Marilyn Fortin, elle est québécoise. Ils ont super bons trucs au Québec, hein, je vais vous dire. Et ça s'appelle L'Anatomiste chez Terra Nova. Terra Nova, c'est un petit éditeur, mais qui fait des choses de super bonne qualité dont on ne parle pas assez. Et dont les journalistes devraient s'en occuper un peu plus de cet éditeur parce qu'il y a vraiment plein de choses. Anatomiste, on est début de la Renaissance, à 1530, quelque chose comme ça. On est dans un petit village et puis c'est une famille alors hyper pauvre, hein, ils sont dans une seule maison en boue et tout. C'est bon, le feu, vous voyez, imaginez le feu. Ils ne mangent pas tous les jours. Il y a le père et la mère et
beaucoup d'enfants. Il m'en dit, mais alors, comme on connaît peut-être plus beaucoup, au moins que je suis peut-être pas au courant, mais par exemple, je vais vous donner un exemple, le père considère que la petite fille, quand elle tend la main, ça rapporte pas assez, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la hachette et il coupe 4 doigts. Comme ça, les gens, voyant la petite fille ensanglantée avec la sourdine, ils lui donnent plus d'argent. Vous voyez le genre, oui, mais c'était ça à l'époque, hein, la Renaissance, voilà, c'était la mort rapide des enfants parce qu'ils n'étaient pas soignés, ils mangeaient pas, il y avait le froid, la mère qui était terrorisée par le père, enfin c'était la terrible condition des gens très 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 pauvres à l'époque. Et puis il y a un petit garçon qui s'appelle Blaise là-dedans, et quand ils vont marcher, lui, il doit rapporter de l'argent parce que il sait très bien dessiner, il prend ses petits bouts de feu de fusain ou de bois calciné et il fait les portraits des gens qui sont sur le marché, et sur ce marché, il va rencontrer un bourgeois, hein. Et ce bourgeois demande à rencontrer le père. Et le petit garçon commence à s'inquiéter beaucoup en se demandant qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis un jour, le père le prend par la main et l'emmène à la ville. Et à la ville, il l'emmène dans la maison de ce bourgeois et il le vend. Il va carrément le vendre à cet homme, et cet homme est un peintre, il peint dans les châteaux royaux, il est un amoureux de la Renaissance, hein, et il a vu tout de suite que le gamin était absolument surdoué pour le dessin, il s'est dit, il y a quelque chose à en faire, et je vais le prendre dans mon atelier pour qu'il soit mon assistant, et vous savez comment Blaise va devenir... Mais alors ce gosse est complètement recroquevillé sur lui, il parle pas beaucoup, il est terrorisé, hein, par la vie qu'il a déjà eue, il est dans un autre monde, et ce peintre est chargé par un des grands chirurgiens ambitieux d'illustrer son traité d'anatomie. Et ce chirurgien, c'est un peu comme les chirurgiens de notre époque, ils veulent frimer un max, laisser leurs pattes dans l'histoire. Il a décidé qu'il allierait la science, c'est-à-dire la dissection des corps, les planches anatomiques, avec des planches anatomiques d'une qualité extraordinaire, faites par ce peintre et aussi plus tard par ce garçon. Et là, vous allez voir comment on allait chercher les corps, par exemple à l'Hôtel Dieu, il y avait un deal entre les médecins, enfin les chirurgiens de l'Hôtel Dieu, et puis l'autre, comment les étudiants se cachaient la nuit pour aller porter les... Bon, c'est un peu, voilà, c'était à l'époque, c'était hard parce la dissection était interdite, et puis il va y avoir plein de rebondissements parce que ce gamin qui est complètement fermé sur lui-même, il va rencontrer une fille, une prostituée, hein, et là, tout va changer pour lui. Alors, c'est le début, hein, il va y arriver plein de choses, des rebondissements, il va y avoir la peste, ils vont être dans une ville assiégée, il va falloir partir de la ville, enfin, il y a plein, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que va devenir cette femme, qu'est-ce que va devenir ce gamin, quel est son avenir. C'est vraiment entre Ken Follett, Les Piliers de la Terre, et puis Alexandre Dumas, ça va dans tous les sens, ça vous donne une image très punchy, très dure de ce qu'était la Renaissance et ce qu'était la médecine, ce qu'était un chirurgien, un barbier, la dissection, voilà, c'est vraiment, il y a des scènes, voilà, si vous aimez la médecine, c'est quand même hard, mais ça se lit, ça se dévore, c'est extraordinaire. Si vous avez aimé Les Piliers de la Terre, vous adorerez ce bouquin, et ça a une force, moi je crois encore, voilà, au niveau... Vous en souviendrez. Ça s'appelle L'Anatomiste de Marilyn Fortin chez Terra Nova. À mon avis, c'est un des grands succès du roman historique de cette année, qui sera à mon avis à l'égal encore de Ken Follett. On continue dans le... Ah oui, alors, s'il y a ça aussi que j'ai adoré, c'est un type qui... On connaît de nom, enfin un petit peu, de Frédéric Turpin, c'est pas l'auteur qu'on connaît pas, c'est le monsieur dont il parle, ça s'appelle Jacques Foccart dans L'Ombre du Pouvoir chez CNRS Éditions. Alors pas de panique, CNRS, généralement on dit CNRS, on dit on s'endort, parce que c'est un truc pour universitaires, ils écrivent quoi. Et là, pas du tout, ça se dévore. Alors qui était Jacques Foccart? Jacques Foccart, c'était l'éminence grise de ce qu'on appelle de la Ve République, mais plus particulièrement de Gaulle pour l'Afrique. C'est lui qui était derrière les coups fourrés, les relations avec les présidents africains, même les rois africains, de Gaulle, après Giscard et Mitterrand. Tout ce qui se passait en Afrique passait à travers lui, il était ami avec tous les chefs d'État. C'est tout le côté coulisses de la politique africaine française, vous allez voir... Les coups d'État, l'argent qui va d'une main à une autre, Elf, le pétrole, les magouilles, enfin c'est... Si vous voulez connaître vraiment la France de la Ve République et les dessous de tout ce qui s'est passé sous cette République, il faut absolument lire ça avec ce type qui est vraiment... c'est pas si... On en a fait un monstre, enfin quelqu'un de noir, de méchant pour... et c'est pas ça, il a été... C'est beaucoup plus subtil, il était résistant, il s'est battu dès le début contre les Allemands. C'est quelque chose de plus... Voilà,
Voilà, c'est un type très très sophistiqué et très compliqué, mais à l'image des dessous de la politique de la Ve République. Ça s'appelle Jacques Foccart dans l'ombre du pouvoir chez CNRS de Frédéric Turbe. C'est une merveille, c'est une des meilleures biographies et surtout il nous apprend quelque chose. Moi je connaissais rien du tout sur ce type et j'ai dévoré ce livre. Juste vient de paraître en poche un de nos fanas, de nos petits, comment dire, chouchous d'il y a quelques années. Ça s'appelle Le Bonheur National Brut de François Roux. Et ben là, c'est à travers le destin de plusieurs gamins, enfin ados, qu'on suit leur vie se développant et se passant. C'est l'histoire de Mitterrand, des années Mitterrand, comment on passe des illusions à l'affairisme, comment tout le monde connaît, mais là c'est vraiment hyper développé, c'est surtout au niveau de l'être humain, du quotidien, de chacun, et là tout le monde risque de se retrouver dans ces gens entre la désillusion, entre l'ambition, et puis une époque qui ne correspond pas à tout ce que les gens espéraient. Voilà, ça s'appelle Le Bonheur National Brut, en livre de poche de François Roux, ça se dévore. Premier tome d'une série qui pour nous est culte. C'est Un balcon au Luxembourg, l'histoire d'une famille, les 3 secrets de Gilles Schlesser. Alors ça, c'est une pure merveille. C'est à travers l'histoire d'une famille parisienne. Ça s'appelait la saga parisienne, si vous voyez. Et là, ils vont à mon avis le décortiquer en 2 ou 3 tomes. C'est à travers l'histoire de cette famille, et l'histoire de la France, c'est-à-dire que ça commence dans les années 40 avec l'arrivée des Allemands. Vous allez voir comment cette famille va se scinder entre les résistants, les non-résistants, ceux qui ne font rien, cette bourgeoisie qui va être un peu déboussolée, et vous allez vous être transporté le XXe siècle passant. C'est un culte, hein, c'est classique. Le gros problème, c'est que c'était gros et que un peu cher pour quoique bon. Mais donc là, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça se bouffe, ça se dévore, voilà. Puis c'est un peu notre histoire que vous allez découvrir là-dedans, cette histoire de cette bourgeoisie qui n'est pas, voilà. Très très beau livre d'aventure. On va passer à quoi? Ah oui, alors on va rester dans l'histoire. Alors ça, c'est un très 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 grand livre, hein. Je sais pas si c'est une réimpression, ça doit être une réimpression d'ailleurs, de André-François Poncet, c'est Souvenirs d'une ambassade à Berlin. André-François Poncet a été nommé à Berlin parce qu'il était économiste entre autres, et il est ambassadeur, hein. Et il va vous raconter la montée du nazisme jusqu'en 1939, mais presque au quotidien. Comment ça va commencer à grignoter, comment les esprits vont complètement être bouffés par le nazisme. Il va vous parler de Hitler parce qu'il connaissait très très bien. Il n'y a rien à dire sinon qu'une fois que vous avez commencé, vous pouvez absolument plus le lâcher, et que c'est un visage du nazisme et de l'histoire de l'Allemagne un peu particulière, très 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 bien écrit, hein, c'est très très bien écrit. Ça, à mon avis, je suis un culte, hein, mais ça devrait devenir un classique si ça ne l'est pas déjà. Et juste par complément, alors ça c'est vraiment le complément de ça, mais c'est déjà un énorme succès, de François Kersaudy et Yanis Kadari. Ça s'appelle Les derniers secrets du Troisième Reich, tout ce que vous ne savez pas, ce qu'on vous a caché, tout ce qui se cache derrière les grands personnages nazis. C'est chez Perrin qui fait c'est une édition qui livre par livre, réécrit, enfin redécouvre des aspects un peu inconnus de la Seconde Guerre mondiale et en particulier du régime nazi. On change complètement de style, on va rire un peu. Ça s'appelle, on en avait beaucoup parlé, hein, c'est Le gang des dentiers fait sauter la banque et comment braquer une banque sans perdre son dentier. Alors ça faut le prendre pour ce que c'est, hein, c'est vraiment hyper trop drôle. C'est un groupe de petits vieux de 80 ans à peu près, et qui se dit, derrière leur déambulateur, on va se faire des banques, quoi. Ils font des escroqueries, ils s'attaquent à des loupards, à des punks, voilà, c'est absolument drôle. Ça se passe en Scandinavie, ils sont jamais eus, enfin quand on les a, la police, ils ont rien. C'est très très drôle. C'est plein d'humour, on pourrait en faire un film et je crois que ça ferait du bien aux gens à notre époque. C'était deux énormes succès, hein. C'est vraiment Papy fait de la résistance parmi les escrocs et les gangsters. Ça s'appelle Comment braquer une banque sans perdre son dentier de Katharina Ingerman-Sundberg, et Le gang des dentiers fait sauter la banque de la même. C'est aux éditions Pocket. Voilà. Si vous avez mis Le vieux qui voulait pas souhaiter son anniversaire, c'est de la même qualité. Alors là, on va être... Ah oui, si, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais
ils viennent de le sortir en poche. Ça s'appelle Pour l'amour du Nil de Armel Gilcher. Alors ça, c'est un super bon livre de détente. C'est l'histoire d'une région, la Bretagne, c'est de son histoire aussi particulier. Vous allez découvrir plein de choses sur la Bretagne pendant la collaboration, avec la collaboration de certains nationalistes avec les Allemands et Vichy. C'est surtout l'histoire du Nil avec ses Iliens, les rapports avec ceux du continent, l'histoire d'une jeune fille qui est passionnée par la médecine, qui va se retrouver dans cette île, son combat pour devenir ami et accepté par les Iliens. C'est une histoire d'amour, enfin il y a tout quoi, c'est extraordinaire, d'ailleurs derrière il y a marqué génial Gérard Collard, donc ça peut être non, allez-y, c'est un bon livre de détente. Si vous êtes encore, je répète, genre Marcel Proust ou Yves Faut, c'est pas pour vous, hein. Mais si vous voulez passer un excellent moment puis découvrir une région et surtout une partie d'histoire, moi ça a été une grande découverte à ce niveau-là, allez-y, c'est à dévorer, mais alors sans modération. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors si, on va rester dans le... Ça, c'est une de mes BD préférées, ça s'appelle Cher Pays. On peut rattacher à Focard. Hein. Ça s'appelle Cher Pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République de Étienne Davodo et Benoît Colomba. Il y en a un qui est dessinateur et l'autre qui est journaliste à France Inter. Et ils ont fait, c'est toutes les coulisses de la Ve République, vous savez, le sac, les faux suicides, les meurtres, les complots, toutes les ambitions. Puis alors j'adore parce que le dessin est vraiment, voilà, c'est souvent ce qu'on appelle le roman graphique, je sais pas si c'est un roman graphique, mais les dessins ils sont très minimalistes et tout, il y a beaucoup de textes et c'est un peu, moi je trouve ça un peu chiant à lire et fatigant, et là pas du tout. Allez-y, ça c'est une merveille, ça vaut tous les essais du monde. Ça s'appelle Le Cher Pays de notre enfance, c'est chez l'édition Futuropolis. Là, on va tomber... Voilà. Alors, il y a des livres qui ont des histoires, c'est ce que je dis. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Il y a des livres qui ont un destin, il y a des livres qui doivent exister malgré tout et envers contre tout. Alors, je vais vous raconter ma vie. J'ai été invité en Belgique pour parler livres dans une assemblée. J'y suis allé parce que, déjà, j'aime bien les Belges. Et puis, en plus, c'était drôle de découvrir un monde que je connais pas, c'est-à-dire le monde de la télé, de la radio, et puis des Belges à travers certaines assemblées. Et... c'était très 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 bien, d'ailleurs on a parlé de livres et tout avec des gens absolument charmants et qui étaient enthousiasmés, et puis on a dîné, hein, parce qu'on n'en est pas moins belge, on aime bien manger, on est comme en France, et à ma table il y avait une jeune femme pendant le dîner qui comme le nombre de fois qu'on me le fait, on me glisse le livre en disant voilà j'ai écrit ce livre, si vous voulez le lire ça me ferait plaisir. Bien élevé, je dis oui, en rajoutant je le lirai dans le Thalys en revenant de Bruxelles. Bon, point final, et je suis revenu par le Thalys et j'ai lu ce livre, et là c'est la divine surprise, c'est absolument une merveille extraordinaire. C'est paru en mars, c'est-à-dire qu'il y a déjà un an, c'est-à-dire que il est mort le livre, hein. Un livre paru en mars, s'il n'a pas été vendu en quantité industrielle, le mois d'après c'est fini. Et c'est un merveilleux livre. Alors on pourrait par le sujet, d'ailleurs la phrase est très belle, c'est une phrase de Prévert, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Et c'est exactement cela. Ça commence par une jeune femme qui tient la main de son père. Et son père est atteint d'Alzheimer, enfin une maladie encore pire que l'Alzheimer, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Il lui a jamais vraiment dit qu'il l'aimait. Et là, depuis qu'il peut plus parler, avec sa main, elle sent... Voilà, il y a des scènes comme ça, c'est extraordinaire. Le style est absolument d'une luminosité, d'une clarté absolue. Et elle va nous raconter ce père et cette mère... vie extraordinaire, parce qu'en fait la maladie est là, mais ce qu'elle met en exergue c'est la vie, la nature, l'amour, et ce père est d'origine un Français né à Alger, et puis sa mère est d'origine oranaise, mais ils se rencontrés où? Il est océanographe, hein, le père. Ils se sont rencontrés où? Aux îles Tuamotu. C'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que là il y a quand même des destins, hein, c'est comme pour les livres, pourquoi une oranaise et un Algérien devaient se rencontrer aux îles Tuamotu? Elle est enseignante, et puis ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre, ils vont vivre, ils vont avoir cette petite fille, cette jeune femme et tout, une vie d'amour extraordinaire. Et là, elle va vous décrire ce que c'est que la nature, c'est-à-dire que cette gosse, elle vit en Afrique, elle vit dans les îles, elle vit dans l'eau. Il y a des images absolument troublantes de ce père qui est en train de mourir quelque part, enfin qui est très malade.
Et elle voit son fils qui est en train de marcher sur la plage et elle imagine son père qui était petit, pareil que son enfant, sur la plage. Il y a des scènes comme ça qui vous resteront toute votre vie. C'est un livre sur l'amour éternel parce ils sont mariés parce que, depuis une soixantaine d'années, alors qu'on nous dit que sans arrêt qu'on en a pour 20 ans et qu'au bout de 20 ans, tout le monde se tire. Vous voyez que c'est encore possible, il suffit de le vouloir, d'accepter l'autre tel que c'est. C'est un livre sur la générosité parce que cette femme, puis c'est la force, le courage des femmes par rapport à une maladie comme ça, son amour extraordinaire pour cet homme, ils vont se retrouver dans le sud de la France, et la générosité, c'est que ce village qui les connaît pas va l'aider, va aider cette femme à emmener son mari en voiture, à l'aider à marcher, enfin c'est absolument magnifique. Il y a encore des scènes. Ce monsieur qui est malade, donc lui il reste pas en place, et là il y a un moment il s'assoit et il y a tous ses petits enfants qui sont assis sur lui, il est comme, elle dit, c'est comme un arbre qui bougerait pas pour pas que les oiseaux s'envolent. Il ne bouge plus, il est heureux avec ses petits enfants. C'est vraiment un hymne à la vie. Moi, c'est un des. Je vais être un peu cynique, mais j'ai lu beaucoup de trucs sur Alzheimer, de romans qu'on m'envoie sur Alzheimer, sur les scléroses en plaques, sur toutes les tragédies humaines au niveau de la maladie et tout. Et c'est vrai qu'à la fin, on devient un peu comme les médecins, on essaye Et là, c'est pas du tout en fait une maladie. Enfin, c'est un livre sur cette maladie, mais en fin de compte, c'est surtout un hymne sur l'amour de l'autre, sur la générosité, sur la beauté de la vie. Et quand elle dit on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait à s'en allant, elle a été très 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 heureuse. C'est un couple ordinaire, c'est-à-dire comme il y en a beaucoup qui s'aiment, peut-être comme vos parents, qui se le disent pas forcément. C'est absolument sublime. C'est un des livres. Une fois que vous l'aurez lu, je pense que vous oublierez jamais, jamais les images qui sont dans ce livre. Et puis elle écrit merveilleusement bien, donc je ne sais pas quel sera son prochain livre. C'est déjà un énorme... Alors, je dois vous le dire, j'ai fait une émission sur France Info, une émission sur France 5, et ce livre est rentré dans la liste des meilleures ventes. J'ai beaucoup de mails de gens qui me remercient parce que ça leur a donné beaucoup de joie, parce qu'ils subissent aussi la même chose que cette jeune fille et que cette femme. Ça les a beaucoup aidés. Et puis il y a ceux qui n'ont rien à voir avec ça et qui ont reçu le livre un peu comme moi, c'est-à-dire un amour de la nature, un amour de l'autre, le respect de l'autre, la générosité, la gratuité, ce qui à notre époque, voilà, c'est absolument sublime. Voilà, pour moi c'est un des livres de l'année 2016, si vous n'avez pas lu ça. Allez, faites, oui, enfin bon. Marie Gressinger ou Geur, je ne sais pas, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Et puis on retient à remercier la Belgique parce qu'il se passe plein de choses en Belgique et ce sont des gens extraordinaires.